à nos histoires, y compris les tout nouveaux épisodes de Sunspire Academy et Frin et Rimiki. Si vous souhaitez bénéficier d'un accès anticipé et soutenir les nouveaux épisodes et les séries à venir, cliquez sur « Rejoindre » ci-dessous pour devenir membre Starbound. Passons maintenant à l'histoire d'aujourd'hui. Le lieutenant Miles Webb passa un chiffon doux sur le canon brillant d'un revolver culte de la marine du 19e siècle. Ses mouvements étaient doux et méthodiques. Le poids de l'arme lui semblait parfait dans ses mains. Solide, fiable, honnête, d'une manière que la technologie moderne était rarement capable d'égaler. Modèle culte, 1851. Revolver à percussion de calibre 36 à 6 coups, murmura-t-il, trouvant du réconfort dans la récitation des faits. Environ 215 000 exemplaires ont été produits à Hartford entre 1851 et 1873. Le numéro de série de cet exemplaire, ajouta-t-il en plissant les yeux pour lire le numéro gravé sur le cadre, indique qu'il a été fabriqué en 1858. Le barillet porte encore la scène standard gravée, la victoire de la 2e marine texane à la bataille de Campi. Sa voix résonnait dans le musée vide. Ici, entouré des instruments préservés de l'humanité, Miles trouva une pièce qui lui avait échappé ailleurs, dans la station diplomatique Alpha. Ses doigts suivirent la guerre gravée dans la crosse en noyer, imaginant les mains qu'il avait tenues avant lui. Peut-être un pionnier partant vers l'ouest, un joueur de poker sur un bateau fluvial, voire un soldat de la guerre civile. Le son soudain de l'interphone brisa sa rêverie. « Lieutenant Webb, c'est votre notification de 30 minutes. La délégation diplomatique véloxienne arrivera à 9 heures pour sa visite prévue. Le commandant Abercrombie demande que tous les préparatifs soient terminés avant leur arrivée. » Miles manqua de faire tomber le revolver, mais le rattrapa de justesse avant de le ranger dans son coffret avec des mains tremblantes. Il vérifia soigneusement le joint qui le protégeait de l'air recyclé de la station. « Bien reçu », répondit-il à la pièce vide, sachant que l'IA de la station enregistrerait sa réponse. Une nouvelle visite pour les diplomates. Une nouvelle occasion de se débattre dans les relations sociales, tout en essayant de transmettre l'importance de ces pièces historiques que la plupart des visiteurs considéraient au mieux comme des curiosités pittoresques, au pire comme des reliques barbares. La porte du musée s'ouvrit dans un sifflement et le commandant Abercrombie entra dans son uniforme impeccable et avec une posture parfaite, rendant Miles très conscient de son apparence négligée. « Lieutenant Webb, » dit-elle d'un ton sec, « les Véloxiens sont une délégation extrêmement importante. Leur technologie est en avance de plusieurs décennies sur la nôtre et l'établissement de bonnes relations pourrait considérablement améliorer notre position au sein du Conseil galactique. » « Oui, commandant. J'ai préparé un aperçu complet du développement des armes à projectiles de l'humanité. Des mousquets au... » Abercrombie leva la main. « Soyez bref cette fois, Webb. Ce sont des êtres énergétiques qui ont évolué au-delà du combat physique. Ils ne sont pas intéressés par des conférences de 2 heures sur les techniques de rayure. » Miles déglutit. « Bien sûr, commandant. Et pour l'amour de Dieu, essayez de ne pas effrayer tout le monde avec des descriptions détaillées d'amputations sur le champ de bataille. L'ambassadeur de Nébulon en parle encore dans ses rapports trimestriels. Ce n'étaient que des informations contextuelles sur le développement du domaine médical. Restez simple, mon garçon. » Abercrombie soupira en se retournant déjà pour partir. « Et n'oubliez pas de regarder les délégués dans les yeux de temps en temps, pas seulement les armes. » Alors que la porte se refermait derrière elle, Miles ajusta son uniforme et commença une dernière inspection des présentoirs. Il comprenait le sens caché de ses instructions. « Sois normal, sois insignifiant. Ne fais pas honte à la station. » Il passa en revue dans sa tête les scripts sociaux et s'entraîna à la conversation banale attendue. « Bienvenue au dépôt d'armes historiques de la station diplomatique Alpha. Je suis le lieutenant Miles Webb, conservateur et responsable de la préservation historique. » Les mots semblaient raides et répétés, car ils l'étaient. À 9 heures précises, les portes du musée s'ouvrirent à nouveau. Les Véloxiens flottaient plus qu'ils ne marchèrent dans la pièce. Contenus dans des combinaisons environnementales qui leur donnaient une forme humanoïde,
Leur véritable nature était visible sous la forme d'une énergie luminescente, tourbillonnante, qui pulsait en motifs complexes derrière les sections transparentes de leur équipement de protection. L'effet était à la fois magnifique et déconcertant, comme des éclairs en bouteille prétendant être humains. La commandante Hayes, une grande femme aux cheveux gris courts et à l'allure confiante de quelqu'un habitué à commander, dirigeait la délégation. « Voici notre dépôt d'armes historique », annonça Hayes d'une voix aiguë à l'intention de Carrie. Alors que la majeure partie de notre station présente les réalisations technologiques actuelles de l'humanité, nous entretenons ce musée afin de préserver le contexte de notre parcours évolutif. Miles remarqua la formulation diplomatique. Notre parcours évolutif et non notre passé violent. Le lieutenant Webb est notre conservateur et expert résident, poursuivit Hayes en désignant Miles. Il vous donnera un aperçu de ces artefacts historiques. Hayes lui lança un regard qui signifiait clairement « Ne fais pas tout foirer ». Puis elle sourit au Véloxien. « Je dois m'occuper d'autres questions diplomatiques. Mais le lieutenant Webb veillera à ce que votre visite soit instructive. Je vous rejoindrai pour la session de l'après-midi. » Sur ces mots, elle s'en alla, laissant Miles seul avec la délégation. Il s'éclaircit la gorge. « Bienvenue dans le dépôt d'armes historiques », commença-t-il, prononçant les mots qu'il avait répétés un peu trop vite. « Je suis le lieutenant Miles Webb, conservateur et responsable de la préservation historique. Ceci, l'installation entretient et étudie des instruments datant de l'ère pré-armement de l'humanité, en se concentrant principalement sur la technologie de projectiles à propulsion chimique développée entre le XIVe et le XXIIe siècle selon le calendrier terrestre. Les Véloxiens flottaient silencieusement, leurs combinaisons environnementales émettant de doux bourdonnements, tandis que leurs systèmes internes maintenaient les champs d'énergie à l'intérieur. Miles ne pouvait pas lire leurs expressions. Avaient-ils seulement des expressions? Mais leur immobilité lui donnait la chair de poule. Peut-être pourrions-nous commencer par un aperçu du développement précoce de la poudre à canon. Il suggéra de se diriger vers une vitrine contenant un mousquet à mèche. Cela représente la technologie du début du XVIe siècle, où une mèche abaissée, mécaniquement, essentiellement un cordon à combustion lente, allumait de la poudre noire pour propulser un projectile en plomb à travers un canon. Il démontra le mécanisme avec des mains prudentes, montrant comment le levier serpentine abaissait la mèche fumante dans le bassinet. La plupart des Véloxiens reculèrent légèrement, mais l'un d'eux s'approcha, l'énergie contenue dans sa combinaison, pulsant de ce qui semblait être de l'intérêt. « Vous propulsiez des projectiles en plombat l'aide d'explosions contrôlées ?» demanda une voix qui semblait émaner de la combinaison sans haut-parleur visible. « Et vous les guidiez manuellement ?» Les schémas énergétiques de la délégation clignotèrent, ce que Miles interpréta comme de l'amusement. « Oui, » répondit Miles, sentant son visage s'échauffer. Bien que primitifs par rapport au système de visée moderne, les tireurs d'élite pouvaient atteindre une précision remarquable grâce à leur compréhension des trajectoires balistiques et des facteurs environnementaux. Les Véloxiens s'échangèrent des impulsions lumineuses entre leurs combinaisons, communiquant clairement d'une manière que Miles ne pouvait percevoir. « Un stade de développement fascinant », commenta l'un d'eux. « Votre espèce a réussi à voyager entre les planètes malgré le recours à des méthodes aussi rudimentaires pendant si longtemps. » Miles s'efforça de ne pas s'irriter de condescendance. Il avait entendu des remarques similaires de la part d'innombrables espèces avancées qui considéraient l'histoire humaine comme étrangement primitive. « En fait, dit-il, incapable de se retenir, la fiabilité mécanique de ces armes offrait des avantages dans certains contextes. Elles ne nécessitaient aucune source d'énergie autre que l'énergie chimique stockée dans leur propulseur, fonctionnait dans des champs de perturbation électromagnétique, et il cessa de remarquer que les motifs lumineux entre les Véloxiens s'intensifiaient. Ils riaient ou faisaient leur équivalent. Tous, sauf celui qu'ils étaient approchés au début. Ce Véloxien dérivait directement devant une vitrine contenant un tromblon,
dont le canon évasé et la crosse ornée attiraient leur attention. « À quoi sert cette extrémité évasée du canon ?» demanda le Véloxien, l'énergie tourbillonnant autour de lui en motifs complexes qui traduisait une curiosité sincère. Miles s'avança prudemment vers la vitrine. C'est un tromblon, principalement utilisé entre le XVIIe et le début du XIXe siècle. Le canon évasé facilitait le chargement, en particulier dans des conditions instables comme lors des combats navals. Il permettait également de disperser plusieurs projectiles, augmentant ainsi les chances de toucher la cible à courte distance sans avoir besoin de viser avec précision. C'est une solution ingénieuse, compte tenu des contraintes techniques, fit remarquer le Véloxien. Puis-je vous poser une question sur le mécanisme de mise à feu? Je ne vois pas la mèche dont vous avez parlé. Les autres Voxiens avaient commencé à s'éloigner leur écran, leur intérêt clairement en baisse, mais celui-ci restait immobile, ses pulsations d'énergie plus distinctes, plus individuelles. Ce modèle utilise un mécanisme à silex, expliqua Miles, sa tension se relâchant légèrement alors qu'il entrait dans un domaine plus familier. Lorsque la gâchette est actionnée, un marteau à ressort retenant un morceau de silex frappe cette plaque d'acier appelée frisène, créant des étincelles qui, enflammant la poudre d'amorçage dans ce bac, qui enflamme ensuite la charge principale à travers ce petit trou appelé trou de contact-trou. Il désigna chaque composant, les mains plus fermes, la voix retrouvant son rythme naturel. « Une cascade mécanique fascinante, dit le Vexien. Le défi technique à queue représentait la création d'un système d'allumage fiable avec les connaissances en sciences des matériaux de l'époque témoigne d'une remarquable capacité à résoudre les problèmes. Quelque chose dans le comportement de ce Véloxien était différent. Ses questions étaient plus précises, son énergie plus distincte de celle des autres. « Je m'appelle Lara », dit la Véloxienne en se présentant de manière surprenante Miles, avec cette présentation spontanée. Mon rôle au sein de notre délégation est d'observer et de documenter les approches technologiques différentes des nôtres. Puis-je vous demander ce qui différencie ce système d'allumage du mécanisme à percussion exposé là-bas? Il désigna une vitrine voisine contenant plusieurs revolvers à percussion. Miles cligna des yeux, peu habitué à ce que le visiteur manifeste un intérêt sincère plutôt qu'une tolérance polie. Le système à percussion était une avancée significative, expliqua-t-il en se dirigeant vers la vitrine indiquée. Au lieu d'une poudre d'amorçage exposée, il utilise une capsule en cuivre contenant des fulminates qui s'enflamment lorsqu'ils sont frappés par le chien. Cela rendait les armes plus fiables dans des conditions météorologiques variées et augmentait la vitesse de tir. Il ouvrit soigneusement la vitrine et en sortit un revolver de poche culte de 1849, ses gants de conservateur protégeant le métal de la graisse de la peau. « Avec votre permission, je peux vous montrer la séquence de chargement et de tir, » proposa-t-il, surpris lui-même par sa suggestion. Il faisait rarement des démonstrations pour des visiteurs qui n'étaient pas spécialement versés en histoire. « J'apprécierais beaucoup, » répondit Exaraen s'approchant. Alors que Miles expliquait comment mesurer la poudre, placer la balle, mettre la capsule et le mécanisme de mise à feu, il sentit sa tension habituelle s'estomper. Il expliqua comment la rotation du barillet du revolver alignait chaque chambre, avec le canon permettant 5 coups à ventre chargé, une avancée révolutionnaire à l'époque. La précision mécanique requise pour un alignement correct du barillet était un défi de fabrication, fit-il remarquer, s'animant à parler de son sujet. Les premiers revolvers souffraient souvent d'incidents de tir en chaîne où les étincelles d'une chambre enflammaient les chambres adjacentes. Lorsqu'il leva les yeux, il se rendit compte que les autres Vexians s'étaient éloignés dans le musée, mais restaient, dans son champ d'énergie, leur attention apparemment concentrée. « Vos connaissances sont impressionnantes, » dit Exclara. « La plupart des êtres que nous rencontrons préfèrent mettre en avant leurs dernières réalisations plutôt que de préserver la compréhension des étapes de développement. » Miles remit soigneusement le revolver à sa place. « Comprendre notre passé aide à contextualiser notre présent, » dit-il, une phrase qu'il avait souvent répétée, mais qui trouvait rarement un public réceptif. Ce n'étaient pas seulement des outils.
Ils ont façonné l'histoire, la culture et la politique humaine. L'énergie d'Exelara tourbillonnait pensivement. Je comprends ce point de vue. Je suis ce que mon peuple appelle un divergent, rare parmi les Véloxiens, car j'ai une indépendance, partielle par rapport à notre esprit collectif. Esprit collectif? Demanda Miles, sa curiosité l'emportant sur sa réticence habituelle à poser des questions personnelles. La plupart des Voxiens font l'expérience d'une réalité consensuelle, expliqua Exclara. Les pensées, les perceptions, les évaluations, circulant en continu entre les individus. Les divergents comme moi traitent leurs observations individuelles avant de les partager. Nous sommes considérés comme légèrement aberrants, mais utiles pour les missions diplomatiques où une évaluation indépendante a de la valeur. Miles s'acquiesça lentement. Cela doit être difficile d'être apprécié pour ce qui vous rend différent. Vous comprenez, l'énergie d'Exara palpita dans ce qui pouvait être de la surprise. La plupart des non-voluxiens trouvent notre structure de conscience trop étrangère pour saisir ces nuances H. Eh bien, je ne me suis jamais vraiment intégré dans la structure militaire humaine non plus, admit Miles, surpris par sa propre franchise. Trop concentré sur des détails que les autres se considèrent comme insignifiants, pas assez attentif aux hiérarchies sociales et aux règles tacites. Leur moment de compréhension fut interrompu par le système d'annonce de la station. Attention à tout le personnel et aux visiteurs. La réception prévue demain pour la conférence diplomatique multi-ESI aura lieu dans l'Arsenal historique à 14 heures. Tous les départements concernés sont priés de s'y préparer en conséquence. Miles sentit son cœur se serrer. Personne ne l'avait informé de la tenue d'une réception. Vos schémas énergétiques ont changé, observa Xara. Cette annonce vous cause-t-elle du stress? Désolé, je ne suis pas très fan des fêtes, admit Miles, surtout sans temps de préparation. Je pourrais peut-être y assister, proposa Exclara. Nous pourrions poursuivre notre discussion sur les progrès technologiques de l'humanité. Je trouve votre perspective très éclairante. Avant que Miles n'ait pu répondre, les autres Véloxiens étaient revenus, leur schéma énergétique à nouveau synchronisé. Nous devons nous rendre à notre prochain rendez-vous, annonça l'un d'eux sans s'adresser directement à Miles, mais en communiquant clairement avec Exclara. Merci pour vos réflexions, lieutenant Webb, dit Xara. Je me réjouis de poursuivre notre échange demain. Alors que la délégation s'éloignait, Miles restait mobile pendant quelques instants, assimilant cette interaction inattendue. Quelqu'un s'était réellement intéressé à ses connaissances. Quelqu'un avait vu de la valeur dans son point de vue et il devait maintenant se préparer pour une réception diplomatique avec moins de 24 heures de préavis. Le lendemain matin, Miles réorganisait frénétiquement le musée. Il avait travaillé toute la nuit pour déplacer les présentoirs afin de créer un espace ouvert pour la réception, tout en s'assurant que les artefacts les plus précieux étaient bien protégés de l'affluence accrue. C'est un musée d'armes, pas un salon de cocktails, marmonna-t-il en ajustant soigneusement la position d'une vitrine contenant des pistolets de duel du XVIIIe siècle. 2 agents de sécurité sont entrés pour effectuer une ronde de routine. Tout semble calme, remarqua le plus grand. Je ne vois pas pourquoi ils organisent une réception diplomatique dans un musée, mais au moins, c'est un endroit peu risqué. Qui va s'en prendre à un tas de vieilles armes? Acquiesça l'autre en riant. La plupart de ces trucs ne fonctionnent même plus. Miles serra les lèvres, résistant à l'envie de faire remarquer que bon nombre de ces armes étaient entretenues à des fins de recherche, leur simplicité mécanique les rendant remarquablement résistantes au fil des siècles. J'ai entendu dire que les Auréliens et les Méloyens seront tous deux présents, poursuivit le premier officier. Le commandement s'inquiète que les tensions entre eux ne dégénèrent. Ces 2 factions se sont saoulées de haine pendant des décennies, répondit son partenaire. S'ils veulent commencer quelque chose, qu'ils aillent le faire ailleurs. Je prends ma retraite dans 3 ans. Estime-toi heureux que nous n'ayons qu'une présence minimale ici. Il n'y a que de la vieille ferraille dont personne ne se soucie. Miles grimaça à cette description, mais resta silencieux tandis qu'ils poursuivaient leur inspection. Il avait appris depuis longtemps que corriger les autres ne menait que rarement à des résultats positifs. Alors qu'ils terminaient leur inspection,
Près de l'atelier de restauration à l'arrière du musée, leur conversation s'orienta vers les visiteurs diplomatiques. Je ne supporte pas la façon dont délégués mélosiens regardent les humains comme si nous étions une espèce primitive, simplement parce que nous ne voyageons pas dans l'espace depuis aussi longtemps. C'est mieux que l'ambassadeur Kelvari. J'ai entendu dire qu'il avait qualifié les humains de retardés sur le plan du développement en raison de limitations biologiques. Lors de la dernière réunion du Conseil, ils peuvent parler, eux, avec leur race de cracheurs de vapeur. Leurs commentaires xénophobes se poursuivirent pendant qu'ils partaient, laissant Miles mal à l'aise mais pas surpris. De telles attitudes n'étaient pas rares, surtout parmi ceux qui se sentaient menacés par espèce, ayant un avantage technologique ou évolutif sur l'humanité. Il reprit ses préparatifs, essayant de se concentrer sur la tâche à accomplir plutôt que sur son anxiété face à l'événement social imminent. Lorsque la réception commença, le musée avait été transformé. Les vitrines avaient été réorganisées pour créer un espace central où le personnel de la station avait installé des tables et des sièges. Un éclairage tamisé mettait en valeur certaines pièces historiques, tandis que des hologrammes informatifs activaient lorsque les visiteurs s'approchaient de certaines expositions. Miles se tenait près de l'entrée. Son uniforme était repassé et inconfortablement serré autour de son cou. Le commandant Abercrombie avait insisté pour qu'il joue le rôle d'hôte officiel, un rôle pour lequel il était profondément inadapté. Alors que les diplomates d'une douzaine d'espèces différentes commençaient à arriver, Miles tenta le discours de bienvenue qu'il avait répété toute la matinée. « Bienvenue à la station diplomatique Alpha, dépôt d'armes historiques. Je suis le lieutenant Miles Webb. » Conservateur Edson Esprit se vida momentanément responsable des armes. Le diplomate meuloyant cligna plusieurs fois des paupières, dans un mouvement qui pouvait traduire la confusion ou l'amusement, avant de passer devant lui sans répondre. Miles expira bruyamment. L'après-midi allait être longue. 1 heure après le début de la réception, ils étaient retirés dans un coin relativement calme, près d'une exposition de fusils de la guerre de sécession. Il avait réussi à offenser au moins 3 diplomates avec des détails techniques excessifs, alors qu'on attendait de lui de simples plaisanteries, renverser un plateau de canapé saine, gesticulant trop énergiquement pour expliquer les techniques de rayure des canons et avait complètement oublié le nom de la commandante de la station Hayes, en la présentant à l'ambassadrice aurélienne. « Vos schémas énergétiques suggèrent une détresse », observa une voix familière. Miles leva les yeux et vit flotter à proximité l'énergie contenue dans sa combinaison, tourbillonnant selon des schémas qu'il commençait à reconnaître comme indiquant de la curiosité. « Les relations sociales ne sont pas mon fort, » admit-il. « Ni les miennes, » répondit Exelara. « Le consensus les juge efficaces pour l'échange d'informations, mais je trouve le flux constant de données accablant. » Le Véloxien fit un geste vers les fusils à côté desquels Miles se tenait. Peut-être pourriez-vous me parler de ces armes. Je trouve votre contextualisation historique fascinante. Reconnaissant de se retrouver en terrain connu, Miles commença à expliquer les avancées technologiques représentées dans la vitrine. La transition des canons lisse aux canons rayés. Le développement de la balle minet qui se dilate au moment du tir pour s'engager dans les rayures. Pendant qu'il parlait, un petit groupe de diplomates s'approcha, certains semblant véritablement intéressés par cette conférence improvisée. Xara posait parfois des questions pour clarifier certains points, ce qui aida Miles à organiser ses pensées de manière plus cohérente que d'habitude. Lorsqu'il a montré comment fonctionnait le système d'allumage à percussion, un diplomate, Kelvari, a émis un bruit dédaigneux. « Des armes cinétiques primitives », remarqua le Kelvari, ses tentacules ondulant dans un amusement apparent. Mon espèce avait développé la technologie des faisceaux de particules alors que les humains allumaient encore des propulseurs chimiques. Avant que Miles puisse répondre, un diplomate aurélien se joignit à la conversation. Pourtant, ces dispositifs mécaniques ont des propriétés intéressantes, fit remarquer l'être reptilien. Ils ne nécessitent aucune source d'énergie, autre que leurs propulseurs, et fonctionneraient dans des conditions qui rendraient les armes à énergie inutilisables. Mais il les acquiesça avec empressement. « Exactement.
La nature mécanique simple de ces armes les rendait fiables dans des conditions qui rendraient de nombreuses armes avancées inutilisables. Le diplomate calvarien fit un autre geste dédaigneux et s'éloigna, mais plusieurs autres restèrent apparemment intrigués par ce point de vue. Alors que Miles continuait à expliquer diverses armes historiques tout au long de la réception, il se sentit de plus en plus à l'aise. Lorsqu'il se concentrait sur des sujets qu'il comprenait, sa maladresse sociale habituelle s'estompait quelque peu. Exclara restait à proximité, guidant occasionnellement d'autres diplomates pour qu'ils se joignent à la visite informelle. Tout le monde n'appréciait son enthousiasme. Après une explication particulièrement détaillée sur la façon dont la rotation des rayures stabilisait les projectiles en vol, un fonctionnaire humain du corps diplomatique terrestre soupira bruyamment. « Pour l'amour de Dieu, Webb, vous ennuyez tout le monde avec votre histoire ancienne », dit le fonctionnaire assez fort pour que plusieurs diplomates à proximité l'entendent. Ces distingués invités sont venus pour un engagement diplomatique, pas pour un cours sur une technologie obsolète. Miles sentit le rouge lui monter au visage, envahi par la honte familière d'avoir été corrigé en public. Il ouvrit la bouche pour s'excuser, mais Exclara prit la parole en premier. « Je trouve les observations du lieutenant Webb très intéressantes, » dit la Véloxienne, ses schémas énergétiques changeant rapidement. Comprendre les voies de développement permet de contextualiser les approches technologiques actuelles. Peut-être que vous, le chef, avez continué alors que vos compagnons commençaient à se frayer un chemin à travers la foule. Toute résistance est vaine et inutile. Nous recherchons uniquement des individus spécifiques dont l'élimination profitera à l'harmonie galactique. Ils ont commencé à séparer certains diplomates de la foule, plusieurs fonctionnaires humains, dont celui qui avait renvoyé Miles plus tôt, ainsi que des représentants d'espèces connues pour leurs politiques isolationnistes. Comme c'est approprié, a remarqué le chef que les architectes de la division trouvant leur fin entourée des outils du passé barbare de l'humanité. Peut-être y a-t-il une certaine poésie dans cette convergence des échecs passés et présents. Dans le chaos initial, Miles se retrouva poussé contre une vitrine, à côté de lui là. Combinaison de confinement de Xara vibrait de plus en plus fortement. L'impulsion, murmura le Véloxien L, affecte nos champs de stabilisation. Nous ne pouvons pas maintenir notre cohésion longtemps sans restaurer le système. Miles jeta un regard frénétique autour de lui, son esprit passant en revue toutes les options possibles. Les terroristes se concentraient sur leur cible, ne prêtant guère attention à ceux qu'ils jugeaient sans importance. Derrière la vitrine, Springfield, il murmura à Exara. Il y a un panneau d'accès à la maintenance. Nous pouvons atteindre l'atelier de restauration par les tunnels de service. Profitant de la confusion, Miles conduisit Exclara vers le panneau indiqué et entra rapidement son code d'accès. Le panneau coulissa, révélant un passage étroit utilisé par les drones de maintenance. « Ta combinaison de confinement peut-elle passer ?» demanda-t-il. « À peine, » répondit Xarason, énergie fluctuant visiblement. « Mais je n'ai pas le choix. L'effondrement du champ va disperser ma cohésion si je reste exposé aux impulsions. » Alors qu'il pénétrait dans le passage, Miles entendit des cris provenant de la pièce principale. Les terroristes avaient remarqué leur absence. Il scella le panneau derrière eux, sachant que cela ne leur ferait gagner que quelques minutes au maximum. « Par là !» dit-il en pressant Exclara dans le tunnel exigu vert, l'atelier de restauration du musée. L'atelier était le domaine personnel de Mileson Espace où les armes historiques étaient soigneusement entretenues, étudiées et parfois testées dans des conditions contrôlées. Contrairement à la plupart des pièces exposées dans le musée proprement dit, de nombreux objets de Sissi étaient en parfait état de fonctionnement. Lorsqu'ils émergèrent dans l'atelier, Miles se dirigea immédiatement vers une armoire sécurisée et entra un code d'accès complexe. « Quel est ton plan ?» demanda Zixara, dont la combinaison de confinement se stabilisait quelque peu loin de la source principale des impulsions. L'EMPA désactivait les armes à énergie, mais cela n'affecte pas les systèmes purement mécaniques, expliqua Miles en ouvrant l'armoire pour révéler de rangées d'armes à feu historiques. Beaucoup d'entre elles sont maintenues en état de fonctionnement à des fins de recherche et de préservation.
Il commença à sélectionner des armes, un fusil Sharps, un revolver Colt Walker, un Blunder B, plusieurs pistolets à silex, et les posa sur l'établi. Le panneau d'accès à la maintenance s'ouvrit à nouveau, et Miles se tendit pour attraper le revolver. Mais au lieu de terroristes, 3 membres du personnel de la station trébuchèrent à l'intérieur. Un xénobiologiste, un officier de communication et une jeune agente de sécurité dont l'arme à énergie pendait, inutile, à son côté. « Lieutenant Webb, » dit l'agent de sécurité surpris, « nous vous avons vu disparaître derrière le présentoir et nous vous avons suivi. Ces salauds séparent les otages en groupe. Ils vont exécuter les diplomates. » Miles acquiesça en continuant à rassembler des armes et des munitions. Ses mains, qui tremblaient généralement dans les situations sociales, bougeaient avec détermination alors qu'il vérifiait chaque mécanisme, chargeait la poudre et distribuait les armes à feu sur l'établi. « Les communications sont coupées », signala l'officier de communication. « Nous ne pouvons pas joindre la sécurité de la station ni le commandement. »« Alors nous sommes seuls », dit Miles d'une voix plus ferme qu'il ne l'aurait cru. Il désigna les armes. « Celles-ci fonctionneront malgré l'EMP. Je peux vous montrer comment les utiliser. » La xénobiologiste regarda les armes antiques avec scepticisme. Des pièces de musée contre des terroristes armés? Même si elles fonctionnent, elles ont 2 siècles. En réponse, Miles prit rapidement le tromblon, le chargea de poudre et improvisa un canon à partir de composants métalliques trouvés sur son établi, puis se tourna vers une cible balistique à l'autre bout de l'atelier. « Couvrez-vous les oreilles !» avertit-il avant de tirer. L'arme rugit en crachant des flammes et de la fumée et déchiqueta le centre de la cible. Une démonstration dévastatrice de l'efficacité à courte portée. « La physique n'a pas changé en 500 ans, » déclara Miles, le bourdonnement dans ses oreilles étrangement apaisant. « L'énergie cinétique reste l'énergie cinétique. » Il se tourna vers le visage choqué du personnel de la station. « Nous devons agir rapidement. Je vais vous montrer comment charger et tirer avec ces armes. Ensuite, nous utiliserons les tunnels de maintenance pour accéder à différents points du musée. Si nous travaillons ensemble, nous pourrons évacuer les otages et neutraliser les terroristes. » Alors qu'il leur expliquait rapidement le fonctionnement de base des armes, Miles sentit une étrange clarté l'envahir. L'anxiété paralysante qui, l'habituellement paralysait dans ses interactions, avait disparu, remplacée par une détermination concentrée. « N'oubliez pas que ces armes sont simples mais mortelles, » expliqua-t-il en montrant comment verser la poudre, placer les balles et amorcer les mécanismes de tir. La précision diminue avec la distance, alors n'engagez le combat que lorsque vous avez un avantage certain. Les tromblons sont très répandus. Visez le centre du corps à courte portée. Le fusil est précis à plus grande distance, mais prend plus de temps à recharger. L'agent de sécurité, une jeune femme nommée Rivera, le regarda avec un respect nouveau. « Vous connaissez vraiment ces antiquités, n'est-ce pas? » « Ces antiquités ont façonné l'histoire humaine pendant des siècles, » répondit Miles, en lui tendant un revolver Remington. « Depuis les lignes de tir, restez à couvert et coordonnez vos tirs. C'est ainsi que nos ancêtres se sont battus avec ces armes. » Alors qu'il organisait sa milice improvisée et en attribuant des rôles spécifiques en fonction de l'armement limité disponible, Miles glissa parfois dans des schémas de discours historiques, reprenant sans le savoir les ordres donnés sur les champs de bataille de la Terre dans le passé. « Nous avancerons en ordre de combat, » ordonna-t-il en vérifiant les amorces de son propre revolver. « Maintenez des intervalles de 5 pas. Quand? » Les premiers rangs tirent, les seconds rangs avancent pendant que les premiers rechargent. Le personnel de la station échange des regards, mais suit ses instructions. Même ceux dont la combinaison de confinement est stabilisée dans l'environnement, protégés de l'atelier, observent avec fascination cet homme auparavant maladroit, transformé en un tacticien confiant. En empruntant les passages de maintenance, ils accèdent au musée à plusieurs endroits et localisent progressivement les petits groupes d'otages qu'ils évacuent tout en évitant autant que possible toute confrontation directe avec les terroristes. Lors de leur 3e extraction, ils tombent sur un terroriste près de l'exposition sur la guerre civile.
Le garde a donné l'alerte, mais Rivera a tiré avec son revolver avant qu'il ne puisse activer son dispositif de communication. La lourde balle en plomb a frappé le terroriste en pleine poitrinette, a traversé son bouclier énergétique. Cette technologie était conçue pour dévier les armes à énergie, pas les projectiles physiques. Le garde s'est effondré, le choc visible sur son masque, car il s'attendait clairement à ce que sa technologie défensive le protège. Après avoir réussi à mettre un autre groupe de diplomates en sécurité, Miles se retrouva momentanément seul avec Xara dans une niche de rangement alors qu'il se préparait pour une nouvelle incursion. « Ton comportement a radicalement changé, » observa Xara. « Dans des contextes sociaux, tu as montré des signes de stress et des difficultés de communication. Pourtant, dans cette crise, tu fonctionnes avec une efficacité remarquable. » Miles vérifia le chargement d'un revolver à poivrière, ses mouvements automatiques après des années passées à manipuler des armes historiques. « Je comprends ces outils, » répondit-il simplement. « Je comprends leur histoire, leur fonction, leurs mécanismes. Les gens sont plus compliqués. » Il jeta un coup d'œil vers le hall central du musée où le terroriste retenait toujours leurs principaux otages. Nous avons évacué la plupart des civils, mais le chef terroriste Revik détient toujours les diplomates. Vous avez cité quelqu'un nommé John Brown tout à l'heure, fit remarquer Xara en donnant des instructions aux autres sur leur position de tir. Qui est cette personne? Miles cligna des yeux, ne se rendant pas compte qu'il avait utilisé ce nom. John Brown était un abolitionniste américain du 19e siècle qui a lutté contre l'esclavage. Il a mené une incursion armée pour libérer des esclaves, sachant que cela échouerait probablement, mais convaincu que le principe moral justifiait son action. Il a été exécuté pour ses convictions, a poursuivi Miles en vérifiant les capsules à percussion de son revolver avec des doigts prudents. Ces derniers mots ont porté sur la beauté de la campagne environnante et la justesse de sa cause. Il est mort pour ce qu'il croyait juste, à savoir qu'aucun être humain ne devrait être la propriété d'un autre. Vous admirez ce personnage historique? Observa Xara. Il était prêt à tout sacrifier pour ses principes, répondit Miles en chargeant une autre cartouche en papier. Peu d'êtres, quelle que soit leur espèce, peuvent prétendre à un tel courage moral. L'énergie d'Xara tourbillonnait dans son esprit. Parfois, la violence devient nécessaire lorsque toutes les options pacifiques ont été épuisées. N'est-ce pas là le paradoxe du maintien de ses armes tout en cherchant des solutions diplomatiques? Avant que Miles n'ait le temps de répondre, le major Sam Hunter, chef de la sécurité de la station, apparut dans un autre tunnel d'accès L, avait été libéré lors de leur deuxième extraction et avait rapidement rejoint leurs efforts de résistance, bien qu'elle ait initialement remis en question le leadership de Miles. Nous avons établi une zone sécurisée dans la section de maintenance 5, rapporta-t-elle. La plupart des otages sont en sécurité, mais Revik retient les diplomates restants dans les halls centrales. Ils ont placé des explosifs à des endroits stratégiques. S'ils explosent, ils détruiront la coque de la station. L'expression de Hunter était sombre. Les défenses de la station sont toujours hors service à cause de l'EMP. Nous devons en finir maintenant avant que Revik ne réalise qu'il a perdu la plupart de ses otages. Miles acquiesça soudainement, se souvenant de quelque chose. Il y a un ancien conduit de ventilation au-dessus du hall d'exposition, un vestige datant d'avant l'installation des systèmes atmosphériques modernes. Il permettrait à une seule personne d'avoir un angle de tir dégagé sur Revik. Le Major Hunter fronça les sourcils. « Je devrais tirer. Je suis l'officier de sécurité entraîné. » Miles secoua la tête. « Le conduit ne peut supporter qu'une seule personne et il faut utiliser ça. » Il brandit un fusil bas-cœur, un fusil à canon long et à chargement, par la bouche datant du début du 19e siècle. C'est la seule arme qui ait une portée et une précision suffisantes pour l'angle en question, mais nécessite des connaissances spécifiques pour être efficace à cette distance. Hunter l'étudia un instant, évaluant clairement ses options. « D'accord, » concéda-t-elle à contre-cœur, « mais je mènerai la diversion frontale. Nous attirerons leur attention pendant que vous vous mettrez en position.
Alors qu'ils finalisaient leur plan, Exclara s'approcha de Miles. Les schémas énergétiques du Valoran étaient devenus plus distincts pendant le temps qu'ils avaient passé ensemble. Des tourbillons et des pulsations individuelles s'étaient désormais reconnaissables par Miles comme exprimant des pensées ou des émotions spécifiques. La probabilité de réussite semble marginale, fit remarquer Xelara. Beaucoup de choses importantes dans l'histoire se sont produites contre toute attente, répondit Miles en mesurant soigneusement la poudre pour le fusil Baker. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'un tir parfait. L'énergie d'Exclara palpa. Le consensus véloxien calculerait le risque différemment. Nous chercherions des alternatives, avec une plus grande probabilité de réussite. Que ferais-tu, Exelara? Pas le consensus? Demanda Miles en regardant directement l'énergie tourbillonnante à l'intérieur de la combinaison de confinement. Le motif énergétique s'immobilisa un instant, puis se reforma dans une nouvelle configuration. Je reconnais que parfois, une voie divergente, bien qu'est statistiquement improbable, représente le choix le plus logique compte tenu des options limitées. Je soutiendrai ta tentative. Miles acquiesça, ressentant un lien inattendu avec cet être si différent de lui, mais pourtant similaire en ce qu'il sortait des schémas habituels de leur espèce. Ce puits me mènera au-dessus de la salle d'exposition, expliqua-t-il en ouvrant un panneau d'accès étroit près du plafond. Le Major Hunter tentera de négocier avec Revik en attirant son attention vers l'avant. Cela devrait me donner l'angle dont j'ai besoin. Il soupesa le fusil Baker, dont la crosse en bois était lisse contre sa joue, tout en vérifiant une dernière fois l'alignement du viseur. La précision historique augmente avec une procédure adéquate, dit-il plus à lui-même qu'à Exclara. Puis, dans un élan inattendu, il ajouta « Si ça ne marche pas, je suis content de vous avoir rencontré. » Avant que Xara puisse répondre, Miles se hissa dans le puits étroit et commença à avancer prudemment vers sa position. Le puits d'aération était exigu et poussiéreux-cé, manifestement inutilisé depuis la modernisation de la station. Miles avança prudemment, le fusil Baker calé dans le dos, guidé par la faible lumière des lampes de secours. Malgré la tension ambiante, il trouvait réconfortant de progresser méthodiquement, chaque mouvement calculé, chaque virage mémorisé dans son esprit grâce à l'étude des plans originaux de la station. Lorsqu'il atteignit la position au-dessus du hall central, il retira délicatement une grille d'aération, créant une étroite ouverture qui lui offrait une vue dégagée sur la scène en contrebas. Revik se tenait entouré de ses derniers partisans, les otages agenouillés en demi-cercle devant lui. Le Major Hunter était entré par l'entrée principale, les mains en l'air. « Votre opération a échoué », disait Hunter d'une voix ferme malgré les armes pointées sur elle. La sécurité de la station a évacué la plupart des otages et encerclé cette section. Vous ne pouvez pas quitter cette station vivant, à moins de vous rendre immédiatement. Le rire de Revik était déformé par les haut-parleurs de sa combinaison environnementale. Toujours la même arrogance. Vous pensez que parce que vous portez un uniforme, vous contrôlez le résultat. Je ne suis pas venu ici pour partir vivant, Major. Nous nous débrouillerons avec ou sans moi. Il fit un geste vers les diplomates agenouillés. Ces êtres répandent la division et la xénophobie travers les étoiles. Leur élimination enverra un message clair. Les anciennes façons de penser ne peuvent plus perdurer. Pendant que Hunter continuait à le distraire, Miles positionna soigneusement le fusil Baker à travers l'ouverture, son long canon calé contre le bord du puits. Il mesura la poudre, tassa la lourde balle de plomb avec la baguette et vérifia le bassinet. Revik devenait de plus en plus agité tandis que Hunter continuait de gagner du temps. Il leva son arme vers les otages. Assez tergiversé. Le nettoyage commence maintenant. Miles visa en contrôlant sa respiration comme ils étaient entraînés d'innombrables fois dans l'atelier de restauration du musée. Dans son esprit, il récita le mantra apaisant qui l'avait toujours aidé à rester concentré.
Mesure 2 fois, verse 1 fois, place fermement, amorce légèrement, pression constante, ne tire pas. Pendant un bref instant, il s'imagina en John Browna Harper's Ferry, en infériorité numérique, face à un ennemi écrasant, mais absolument certain de son courage moral. Il appuya sur la détente. Le fusil Baker rugit en crachant flammes et de fumée dans l'espace confiné du conduit d'aération. À travers ses yeux embués, Miles vit que son tir avait atteint sa cible. Breivik tituba en arrière, serrant sa poitrine où la lourde balle de plomb avait déchiqueté sa combinaison de protection. Mais alors, même qu'il tombait, la main de Breivik se porta sur sa ceinture et activa un dispositif qui y était attaché. Un bip rapide retentit dans le hall. Un dispositif anti-suicide. Miles comprit avec horreur que les explosifs étaient armés. Sans hésiter, il se précipita à travers l'ouverture de ventilation et fit une chute de 8 mètres jusqu'au sol. Une douleur fulgurante lui traversa la cheville lorsqu'il atterrit maladroitement, mais l'adrénaline le propulsa en avant alors que le major Hunter et ses officiers engagèrent le combat avec les terroristes restants. Le dispositif explosif gisait à côté du corps de Breivik, son écran affichant un compte à rebours qui diminuait rapidement. Miles avait suffisamment étudié l'histoire des armes pour reconnaître ce type de dispositif. Il s'agissait d'une charge, plasma concentré conçue pour percer la coque de la station sans détruire toute la section. Il était impossible de le désamorcer directement dans le temps imparti. Un plan désespéré se forma dans son esprit. Il saisit des boucliers balistiques dans une vitrine d'équipement historique de la police et commença à les empiler autour de l'engin pour créer un système de confinement improvisé. « Tout le monde dehors maintenant !» cria-t-il à Hunter qui évacuait les anciens otages. « Allez aux portes de pression !» Exara apparut par une entrée latérale, sa combinaison de confinement bourdonnant d'énergie accrue. « Miles, nos scans indiquent que l'explosion ne peut être contenue avec ces matériaux. » insista le Vélocien. « Vous devez évacuer avec les autres. »« Pas le temps !» répondit Miles en continuant à empiler les matériaux balistiques autour de l'appareil. « Si je peux diriger l'explosion vers le haut plutôt que vers l'extérieur, cela pourrait préserver l'intégrité de la coque. » Le compte à rebours indiquait qu'il restait 15 secondes. « Partez, s'il vous plaît !» dit-il doucement à Exilaraen, repoussant la combinaison de confinement du Vélocien. Alors que le major Hunter guidait les derniers évacués à travers les portes pressurisées, Miles se positionna au-dessus de l'appareil, ajoutant son poids aux matériaux de confinement. « 10 secondes. C'est la bonne chose à faire, » se dit-il à lui-même plus qu'à quiconque. John Brown avait compris que certains principes valaient tous les sacrifices. 5 secondes. Alors que les dernières secondes s'égrenaient, Miles fut envahi par une étrange clarté. Comme il était approprié que le but de sa vie s'accomplisse, ici, parmi les artefacts historiques auxquels il avait toujours accordé plus de valeur qu'à sa réalité actuelle. « Quel bel endroit pour mourir !» murmura-t-il inconsciemment, faisant écho aux derniers mots de Brown. L'explosion ne se produisit pas sous la forme d'une seule déflagration, mais d'une série d'ondes de choc qui semblaient déformer la réalité autour de lui. Une douleur indescriptible l'envahit. Puis vint une obscurité bienfaisante. Il reprit conscience progressivement, accompagné de l'odeur stérile des antiseptiques médicaux et du doux bourdonnement des appareils de surveillance. Miles ouvrit les yeux et se retrouva dans l'infirmerie de la station, entouré d'équipements de régénération avancés. « Le patient a repris conscience », annonça une voix calme. Un médecin VON, dont la combinaison de confinement était marquée du symbole médical universel galactique. Miles essaya de parler, mais sa gorge était trop sèche pour prononcer un mot. Une infirmière l'aida à boire de l'eau à l'aide d'une paille. « Comment ?» parvint-il enfin à articuler. « Vous avez été gravement blessé dans l'explosion », expliqua le médecin valoxien. « Le confinement physique que vous avez créé a dévié une grande partie de la force de l'explosion, mais l'onde de choc a causé d'importants dommages internes. Notre technologie régénératrice a réparé la plupart de vos systèmes vitaux, mais un rétablissement complet nécessitera plus de temps. » Un mouvement à la périphérie de son champ de vision attira son attention.
Exclara Hara flottait à proximité, ces combinaisons de confinement dont les schémas énergétiques changeaient rapidement, ce que Miles interpréta comme un soulagement. « Vous avez survécu » murmura Miles, qui essayait encore d'assimiler cette issue inattendue. « Vous aussi » répondit Exarayan s'approchant. « Je comprends votre confusion, mais selon toutes les lois physiques, vos actions auraient dû entraîner votre mort. Pourquoi le consensus des Vélociens n'a-t-il pas pris la décision unanime d'intervenir avec notre technologie médicale la plus avancée? Exara expliqua « Vos actions sont démontrer des qualités que nous avons rarement observées, débrouillardise, en situation de crise, courage face à des obstacles insurmontables, volonté de protéger les autres malgré différences philosophiques. » Miles essaya d'assimiler cette information, son esprit d'historien cataloguant déjà cette expérience pour référence future, en supposant qu'il ait un avenir. Il demanda aux délégués « Tous ont survécu, y compris les zénocraintifs. » Exara confirma « Tous ont survécu, y compris les zénocraintifs. Tous ont survécu, y compris les zénocraintifs. » confirma Exara. « Plusieurs ont demandé la permission de vous rendre visite une fois que vous serez plus fort. Il semble que les expériences de mort imminente provoquent parfois des changements de perspective. Au cours des jours suivants, alors, que Miles reprenait peu à peu des forces, un flux constant de visiteurs se rendit à l'infirmerie. Le commandant Aberry arriva avec une notification officielle de son hébergement et de sa promotion. Cependant, son expression mal à l'aise suggérait que les dirigeants de la station ne savaient toujours pas quoi faire de leur conservateur de musée, devenu soudainement héroïque. « Vous conserverez votre poste au dépôt d'armes historiques, lui assura-t-elle, mais avec des pouvoirs et des ressources accrues. Vos connaissances se sont révélées inattendues et précieuses. » Le major Hunter vint lui présenter des remerciements plus sincères. « Je vous ai mal jugé, petit. Je suppose que les nerds sont utiles de temps en temps, » admit Tellin, se tenant raide au pied de son lit de convalescence. Les visites les plus surprenantes furent celles de plusieurs diplomates autrefois xénophobes, y compris le fonctionnaire humain qui l'avait renvoyé lors de la réception. Leur gratitude semblait sincère, même si elle était parfois exprimée de manière maladroite, et Miles remarqua de subtils changements dans la façon dont ils parlaient des autres espèces, de petits changements dans leur langage et leur perspective qui suggéraient que cette expérience avait suscité au moins une certaine réflexion. Tout au long de son rétablissement, Exclara resta constamment présente, partageant son temps entre ses fonctions diplomatiques et les moments passés avec Miles, engageant souvent de discussions sur l'histoire humaine et les parallèles avec le développement voxien. Notre divergence par rapport au consensus était autrefois considérée comme un grave trouble, expliqua Xara au cours d'une de ces conversations. Les individus étaient réabsorbés dans l'esprit collectif par un réalignement énergétique. Ce n'est qu'après avoir rencontré d'autres espèces sensibles que nous avons reconnu la valeur potentielle de la diversité des perspectives. L'humanité a une histoire similaire, nota Miles. Ceux qui présentaient des différences neurologiques étaient souvent internessus, contraints de se conformer. La reconnaissance de la valeur de la neurodiversité est venue tardivement dans notre développement. Peut-être que toute vie sensible suit des schémas similaires sous différentes formes, suggéra Xara en faisant tourbillonner son énergie d'un air pensif. Lorsque Miles fut enfin libéré de ses soins médicaux, il découvrit que le musée avait été restauré et agrandi. Une nouvelle exposition retraçait l'incident de la station diplomatique Alpha, présentant les événements comme une étude de cas sur la façon dont les connaissances historiques et conservaient toute leur pertinence à l'ère moderne. Lors d'une visite privée avant la réouverture officielle, Xara lui a demandé ce qu'il pensait du fait que ses actions soient commémorées. Miles a étudié l'exposition qui comprenait le fusil Baker endommagé, le tromblon, récupéré et les fragments des boucliers balistiques qu'il avait utilisés dans sa tentative désespérée de confinement. « Je me sens partagé » a-t-il admis. « Je suis fier d'avoir protégé les autres, mais les éloges me mettent mal à l'aise. Je ne suis pas sûr d'avoir fait quoi que ce soit d'héroïque. J'ai juste appliqué connaissance que n'importe qui dans ma position aurait utilisée. »« Une hypothèse intéressante, remarqua Lara.
Mais les données suggèrent le contraire. Peu d'êtres auraient entreconnu le potentiel d'une technologie obsolète dans ce contexte. Encore moins sauraient risquer leur vie pour des êtres qui avaient montré du mépris pour leur existence. L'énergie du Velocianpassa a un schéma que Miles n'avait jamais observé auparavant. J'ai demandé prolongation de ma mission diplomatique sur cette station afin d'étudier les applications pratiques historiques. Le consensus a approuvé, reconnaissant la valeur potentielle d'une meilleure compréhension des voies de développement humain. La formulation prudente ne masquait pas le sens sous-jacent. Exara voulait rester proche de Miles, estimant que leur connexion était précieuse au-delà de la nécessité diplomatique. 2 semaines plus tard, Miles a effectué sa première visite, officielle depuis l'incident. Le musée était rempli de diplomates d'espèce qui auparavant ne s'intéressaient pas à l'histoire humaine. Ils étaient désormais curieux de découvrir les artefacts technologiques qui s'étaient révélés étonnamment efficaces. Son style de présentation restait axé sur les détails, mais il avait acquis une confiance qui lui faisait défaut auparavant. Lorsqu'il expliquait le fonctionnement des armes à poudre, il ne s'excusait plus pour le passé violent de l'humanité, mais le replaçait dans le contexte plus large du développement des espèces. Toutes les espèces douées de conscience sont confrontées à des défis existentiels, expliquait-il en démontrant le mécanisme d'un silex à un public attentif. Les outils développés pour relever ces défis reflètent à la fois les besoins et les ressources disponibles. Comprendre. L'histoire technologique nous aide à reconnaître les schémas qui se répètent dans le développement des espèces. L'amiral de la flotte terrestre, en visite dans le cadre d'une délégation officielle, interrompit d'un commentaire dédaigneux « Des pièces de musée intéressantes, lieutenant, mais qui n'ont guère de rapport avec les considérations modernes en matière de défense. Nos systèmes d'armes énergétiques actuels fonctionnent selon des principes que ces expositions ne peuvent en aucun cas éclairer. » Miles ressentit l'envie familière de se replier sur lui-même, d'accepter la correction et de passer à autre chose. Mais de l'autre côté de la pièce, il croisa le regard d'Exara, dont l'es-modèle énergétique dégageait ce qu'il reconnaissait désormais comme un encouragement. « Avec respect, amiral », répondit Miles d'une voix ferme. Les événements récents ont démontré que le progrès technologique ne signifie pas toujours une amélioration dans tous les contextes. Les armes à énergie ont échoué dans des conditions où les systèmes mécaniques continuaient de fonctionner. L'histoire offre des perspectives que les modèles de progression pure négligent souvent. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée des diplomates. L'amiral eut l'air surpris, mais acquiesça pensivement plutôt que de poursuivre la discussion. L'histoire, conclut Miles avec une assurance nouvelle, n'est jamais entièrement obsolète. C'est le fondement sur lequel nous construisons, même lorsque nous pensons l'avoir laissé derrière nous. Alors que la visite se poursuivait, Miles et Exara échangèrent un regard de compréhension mutuelle à travers la pièce. 2 personnes divergentes qui avaient trouvé un lien dans leur appréciation commune de la valeur inattendue du passé et des perspectives uniques que seuls les étrangers peuvent parfois offrir. À leur manière, ils avaient tous 2 appris la même leçon. Ce qui vous distingue peu s'avérait être votre plus grande force, même si les autres ne voient pas sa valeur jusqu'à ce que les circonstances révèlent ce qui était là depuis le début.